Il est 9h10, c'est Louis Dauphren, vous avez la parole, vous avez le micro, je vous laisse mon micro, tiens, pour le débat du jour. Écoutez, on va aller dans notre belle cité phocéenne avec Monseigneur Aveline. Ah oui, je le fais pas mal, hein. Écoutez, c'était pas les inconnus. Hein. Je ne voulais pas faire une parodie, mais comme il est la star, puisque maintenant donc il est le nouveau visage de l'Église, on va en parler avec Étienne Pépin, qui est notre envoyé spécial à Lourdes pour l'Assemblée plénière, et puis bien sûr on va mettre ça en débat avec nos deux invités ce matin. Ce sera l'un des sujets que l'on va commenter dans la première partie de ce débat. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. En présence de Gauthier Vaillant, journaliste à la Croix, chef adjoint du service France. Bonjour Gauthier. Bonjour à tous. Et Constantin de Vergennes, journaliste à France Catholique. Bonjour Constantin. Bonjour Louis, bonjour à tous. Merci à tous les deux. Vous pouvez poser vos questions, faire valoir vos remarques, vos points de vue à direct@rcf.fr ou direct@radionotre-dame.com. On va être centré beaucoup sur l'actualité ecclésiale ce matin avec Monseigneur Aveline, puis aussi avec les 20 ans de l'agonie de Jean-Paul II. On parlera également côté culturel des bistrots, les bistrots de campagne, vous savez, qui ont beaucoup disparu. Mais il y en a d'autres qui vont arriver. Ce sont les Burger King. McDo veut s'implanter dans les villages. Qu'est-ce que cela inspire à nos deux débatteurs? On verra cela en dernière partie d'émission. Mais nous allons tout de suite à Lourdes avec Étienne Pépin, notre envoyé spécial. Comme chaque matin, d'ailleurs, on fait un point sur l'actualité de Lourdes. Hier, on a parlé d'autres éléments qui étaient liés au colloque qui s'est tenu en première partie, si je puis dire, sur les progrès menés dans la lutte contre les violences sexuelles. Et maintenant, on a basculé vers le nouveau visage du président de la CEF, Monseigneur Jean-Marc Aveline. Bonjour Étienne. Bonjour Louis, bonjour à tous. Bon, c'est une demi-surprise. Alors c'est pas du tout une surprise, hein. C'est pas du Disons-le tout une carrément. Surprise. Oui, ouais, c'est vrai que depuis quelques jours à Lourdes, là, le nom de Jean-Marc Aveline revenait vraiment dans toutes les conversations. Et voilà, c'est tellement pas une surprise qu'il a été très largement élu dès le premier tour, à plus de 80% des voix. Le suivant n'a reçu que 4 voix. Vous voyez, donc vraiment, c'est. On sait qui c'est. C'est un plébiscite. Je ne crois pas. D'accord. Donc on n'a qu'un seul nom en fait qui a émergé. En fait, on peut imaginer que ça peut être certains évêques qui étaient à la vice-présidence de la CEF, mais on n'a pas le nom exactement. Donc il est élu pour une durée de 3 ans. 3 ans renouvelables. Son prédécesseur, Monseigneur Éric de Molin-Beaufort, lui a fait 6 années. 6 années marquées par la lutte contre les abus sexuels dans l'Église. Voilà, il faudra parier que le sujet restera un sujet central pour Monseigneur Aveline, qui a bien d'autres chantiers aussi à venir. Est-ce qu'il s'est exprimé sur place ? Non, il ne s'est pas exprimé sur place. Il s'est montré assez discret. Vous savez que Monseigneur Aveline, c'est quand même un cardinal, alors très très proche des fidèles. Il est très sur le terrain, mais sans être allergique aux médias, c'est pas non plus un grand communicant, disons auprès des médias. Ça veut pas dire qu'il s'en méfie, mais ça veut dire qu'il a une parole rare et donc assez efficace quand il s'exprime. On va tous le rencontrer là cet après-midi à 14h pour sa première conférence de presse. Et on devrait l'avoir sur notre antenne quand même, Étienne, non ? Alors on va essayer évidemment de l'avoir sur notre antenne. Il sera en poste à partir du 1er juillet 2025. Je pense que d'ici là, il se fera assez rare dans les médias, justement pour construire un peu sa feuille de route des années à venir. Et puis à ce moment-là, peut-être qu'il viendra s'exprimer sur notre antenne. Je l'espère. En tout cas, voilà, je l'ai déjà sollicité. Vous pouvez en être sûr. Dès que j'ai su que son nom était confirmé, j'ai sollicité évidemment la communication du cardinal Aveline pour qu'on puisse essayer de l'avoir sur notre antenne et avoir ses réactions et puis son analyse de la situation de l'Église en France. Étienne, vous prenez la parole quand vous voulez. Vous êtes à Lourdes en direct. Constantin de Vergennes et Gauthier Vaillant. Constantin, peut-être une première réaction sur le profil de Monseigneur Aveline. Alors, objectivement, Monseigneur Aveline coche déjà à peu près toutes les cases. C'est à la fois un homme que l'on sait discret et charismatique. Il faut aussi rappeler qu'il est présent à Rome toutes les 2 semaines. Il est notamment membre du dicaster pour les évêques, ce qui va permettre de mettre sans doute un peu de lien entre la conférence des évêques et Rome, qui a pu être parfois dans la relation, a pu être parfois un peu électrique. C'est un proche du pape François. Il est très porté sur la mission, proche du pape François, sans pour autant être catalogué comme on va dire appartenant à une frange de gauche de l'Église. Il y avait un événement qui avait assez marqué, c'est notamment lorsque le pape François avait publié
publié le motu proprio Traditionis Custodes pour fortement limiter la célébration de la messe tridentine. Dans les jours qui avaient suivi, Monseigneur Aveline en avait célébré une à Marseille. Donc on voit qu'il envoie des signaux à droite et à gauche. Donc manifestement, c'est ce qui a aussi permis d'emporter l'adhésion des évêques. En plus, je crois, il me semble que Étienne pourra sans doute confirmer que le vote a été très rapide, je crois. Ah oui, très très rapide. C'est-à-dire qu'en fait, il a été élu dès le premier tour. Je crois qu'en 10 minutes, c'était géré. Tellement justement, le cardinal Aveline fait consensus. Il fait consensus aussi parce qu'il est capable de créer la communion. Il a créé la communion entre les fidèles à Marseille. Il crée la communion aussi au niveau universel, en particulier lorsqu'il a reçu le pape à Marseille. Et puis, il crée la communion aussi plus largement dans un dialogue interreligieux qu'il vit vraiment dans son diocèse, marqué par une pluralité des cultures, par véritablement ce que représente la Méditerranée, ce qui est à carrefour des religions véritablement. Et donc voilà, c'est vraiment un homme de communion. Gauthier Vaillant, première réaction. Sur la personnalité du cardinal Aveline, je crois que ce qui frappe le plus, c'est le contraste avec celle de son prédécesseur, avec le style de son prédécesseur. Son côté discret et charismatique a été rappelé. Monseigneur de Moulin-Beaufort, c'était quelqu'un qui avait une forme d'austérité dans sa manière d'être et qui a imposé, j'ai envie de dire, à l'ensemble de la conférence épiscopale sa marque et une autorité, y compris parfois qui a pu froisser ou agacer certains évêques, mais parce que lui considérait, en particulier sur le dossier sur la question des violences, des abus sexuels, qu'il fallait un petit peu forcer le destin de cette conférence épiscopale pour que les choses avancent, à un moment où il y avait encore des réticences très fortes chez certains évêques dans une partie de l'épiscopat sur la réalité de la situation et sur ce qu'il convenait de faire. Et donc la question aujourd'hui, c'est est-ce que le cardinal Aveline, avec son style très différent, peut-être plus consensuel, une faconde différente, va reprendre ce dossier et réussir à reprendre ce dossier, évidemment il va le faire, mais est-ce qu'il va réussir à continuer d'avancer, et comment est-ce que lui va s'attaquer à la question des dissensions, des résistances qui existent nécessairement au sein d'une conférence épiscopale, d'autant que, faut-il le rappeler, président c'est un titre civil qui nous évoque un rapport hiérarchique, mais il n'y en a pas réellement. Les évêques ne sont pas hiérarchisés entre eux. Donc vous estimez qu'il est mieux au défi du volontarisme de son prédécesseur, Monseigneur Aveline, hein ? C'est un peu ça. Oui, je pense qu'on va attendre de voir comment si la méthode Aveline, sur un certain nombre de sujets qui nécessitent quand même un leadership au sein de la conférence épiscopale, est-ce que le cardinal Aveline peut avoir ce tempérament de leader, là où beaucoup voient et saluent aujourd'hui surtout de la discrétion, de la diplomatie et une chaleur humaine. Étienne Pépin. Alors, sur le sujet des abus, ça restera une priorité. La lutte contre les violences sexuelles dans l'Église restera une priorité. Je crois que le sujet restera un peu comme un sujet de fond permanent, mais il est possible que, en fait, le cardinal Aveline ne prenne pas ce sujet aussi personnellement que Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort et qui le confie à un de ses vice-présidents qui sera élu aujourd'hui, justement pour pouvoir aller sur d'autres chantiers. Lui, en première ligne, le cardinal Aveline, il pourra aller sur des chantiers comme la gouvernance, la question des prêtres par exemple, la question des vocations, la question de l'accompagnement des catéchumènes aussi. Voilà, il y a d'autres sujets qui sont aussi essentiels, qui font que le cardinal sera pas en première ligne sur la lutte contre les abus. Et ça, il l'a dit, Étienne. Il l'a dit ou c'est vous qui le dites? Alors c'est moi qui le dis sur la base des renseignements que j'ai pris auprès de différents évêques et puis auprès de ses proches que j'ai pu rencontrer ces derniers jours. Évidemment, on s'attendait à son élection, donc j'ai mené un peu mon enquête sur la personnalité du cardinal Aveline, ce qu'il avait envie de faire, comment est-ce qu'il voyait sa mission. D'abord, au départ, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'avait pas tellement envie d'être élu président de la CEF, parce qu'il a déjà beaucoup de responsabilités à Rome, au moins 3, les évêques, le dialogue interreligieux, le synode sur la synodalité. Il est quand même très présent à Rome, il n'a pas le temps de tout faire, il est quand même archevêque de Marseille. Donc voilà, je voulais savoir un peu comment est-ce qu'il allait s'y prendre. Et sur ce dossier, c'est un
sans doute un vice-président qui prendra en charge la question des abus. Donc ça veut dire quand même, si on vous écoute, et puis on va demander à Constantin et à Gauthier, que Monseigneur Aveline étant très occupé, il va confier le dossier sans doute à quelqu'un d'autre qui va le gérer, et puis lui va avoir d'autres priorités ou sans doute faire monter d'autres priorités pour que d'autres chantiers apparaissent. Constantin de Vergennes, ça veut dire qu'on entre peut-être dans une autre phase quand même là. Oui, une autre phase. Les beaucoup de portraits qui ont été publiés dans la presse ces derniers jours pour un peu retracer le mandat de Monseigneur de Moulin-Beaufort ont vraiment pointé du doigt à quel point il a pris personnellement la question des abus, puisque ça a éclaté sous sa présidence et qu'il a été personnellement extrêmement marqué par tous les processus qui ont été mis en place par les auditions de victimes. Donc c'est logique que Monseigneur de Moulin-Beaufort ait pris autant à cœur cette question et c'est également logique que Monseigneur Aveline ait une vision un peu différente, d'autant que à la fin de son deuxième mandat, Monseigneur de Moulin-Beaufort avait expliqué qu'il y avait une réforme de la CEF qui était nécessaire, un certain allègement, parce que comme l'a rappelé très justement Gauthier, il ne faut jamais oublier que l'évêque dépend de Rome, dépend du pape et ne dépend pas de la CEF. Donc il ne serait pas absurde que Monseigneur Aveline dispatche les missions avec certains évêques et puis choisisse certaines missions. Alors peut-être les vocations, on peut l'espérer, parce qu'à mon avis, c'est un des grands chantiers de demain de la CEF. Mais quand on dit réformer la CEF, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faudrait donner un statut plus important ou alors s'accommoder de la situation telle qu'elle est et faire autrement? Non, au contraire, je crois que certains évêques étaient un peu froissés par l'importance et peut-être le dirigisme de la CEF. On pourrait presque, si on voulait faire une analogie politique, peut-être presque parler du caractère jacobin de la CEF, qui serait toute quasiment centralisée, et rappeler que la CEF, c'est avant tout un moyen pour les évêques de se retrouver et de partager la vie, les défis de leur diocèse. Et de se coordonner, en fait, beaucoup plus que d'être soumis à une autorité tutélaire hiérarchique qui n'est pas de fait reconnue par les statuts, en réalité. Ce qui complique peut-être d'ailleurs un petit peu la tâche. Gauthier Vaillant, on pourrait dire, le synode sur la synodalité et l'idée d'horizontaliser un petit peu les structures, ce n'est pas encore inscrit dans l'actualité de l'Église, en tout cas dans le vécu de l'Église. Oui, après c'est une difficulté théorique. Je crois que dans la pratique, sauf à vouloir jouer un légalisme pointilleux, tout le monde a compris que les conférences épiscopales, dans l'esprit du pape François, étaient appelées à prendre une forme de responsabilité parce que en vertu du principe de subsidiarité, le pape François considère que les conférences épiscopales sont sur un certain nombre de sujets les plus à même de traiter les dossiers en fonction de la réalité de leur pays. Maintenant, effectivement, ça change pas ce qu'on a dit, qu'il n'y a pas ecclésiologiquement pas de lien hiérarchique des évêques entre eux. Mais je crois pourtant que ce qui justifie, en plus de ce que dit le pape, je pense que ce qui justifie que les conférences épiscopales soient quand même un organe de gouvernance collégiale, mais effectif, c'est que il y a un certain nombre de sujets aujourd'hui, pour ce qui nous concerne en tout cas en France, où il serait complètement contre-productif et incompréhensible que les évêques ne parlent pas d'une même voix. C'était vrai pour c'est vrai pour évidemment la lutte contre les abus sexuels, mais il y a un certain nombre d'autres sujets, de grands chantiers qui sont ceux qui, à mon avis, attendent l'Église de France et le cardinal Aveline dans les années qui viennent, sur lesquels on a du mal à imaginer qu'il serait pertinent que d'avoir une église à plusieurs vitesses, où selon les diocèses, les évêques, on a des discours et des actions qui soient complètement Lesquelles, différentes. par exemple? Et puis on posera la question à Étienne. Il y en a plein. Moi, j'en citerai trois qui me paraissent prioritaires. Le premier, c'est l'enseignement catholique. L'enseignement catholique, aujourd'hui, il est mis sur le grill sur différents aspects, parfois par des adversaires, on va dire, idéologiques, mais pas seulement. Il y a deux aspects. Il y a la question, là on a vu autour de Bétaram, il y a la question de comment l'enseignement catholique va être sommé de rendre des comptes sur les questions des violences éducatives, sexuelles en son sein au cours des dernières décennies. Donc ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect, c'est qu'il y a quand même une guerre scolaire qui est menée par la gauche et l'extrême gauche depuis quelques années, qui souhaite absolument, pour un tas de raisons, un petit peu faire la peau de l'enseignement catholique, je crois. Donc il va y avoir un besoin que les évêques défendent
le caractère propre de l'enseignement catholique, la liberté éducative. Ça, c'est un sujet sur lequel, à mon avis, il faut que les évêques soient capables de parler d'une même voix. Le deuxième sujet, je ne reparle pas des vocations parce que ça a déjà été fait. Le deuxième sujet, c'est l'accueil des catéchumènes. Tout le monde se réjouit dans l'Église de l'explosion du nombre de catéchumènes. C'est une bonne nouvelle, mais maintenant, il y a un enjeu très important, c'est-à-dire que partout où ils se présentent, ces catéchumènes, il faut les accueillir, les accompagner, les baptiser évidemment, et ensuite voir ce qu'on leur propose pour les garder et s'assurer qu'une fois le baptême célébré, ils ne repartent pas dans la nature et qu'ils gardent un lien avec l'Église. Ça, pour moi, ça nécessite de penser de façon un peu unie des parcours et des propositions. Et puis, un dernier sujet qui va certainement pas être le plus simple, c'est que dans les 3 ans qui viennent, il y aura une élection présidentielle. Vous vous souvenez peut-être de l'élection présidentielle de 2017, lors de laquelle l'épiscopat a été sommé par un tas de médias de prendre position dans l'entre-deux tours, et les évêques ont eu beaucoup de mal à parler, à s'accorder. Certains voulaient prendre position dans un sens, dans l'autre, d'autres disant que c'était pas leur rôle de le faire. Je pense qu'on a devant nous la présidentielle de 2027 qui va être une occasion de clivage très fort et potentiellement de déchirure entre catholiques d'un camp, de l'autre. Voilà. Il va falloir anticiper là-dessus. Il va y avoir un gros sujet pour conserver l'unité des catholiques en France, avoir une parole là-dessus et se préparer éventuellement à répondre à un tas de sollicitations sur que dit l'Église, sur tel candidat. Et je pense que ça va être, c'est un défi conjoncturel, mais qui est quand même à l'agenda. Étienne Pépin. Alors, ce qui est incroyable, c'est que ce que vous venez de dire, Gauthier, c'est un sujet essentiel pour les évêques. Je sais, parce que j'en ai parlé avec eux hier soir. C'est un sujet dont ils ont débattu dans leurs échanges en hémicycle hier. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'épiscopat français a à dire du monde qui avance, qui est bouleversé par les crises internationales, bouleversé aussi par des fractures extrêmement profondes et qui s'intensifient sur le plan politique et sur le plan ecclésial aussi d'ailleurs. Et donc, les évêques réfléchissent à une manière de prendre la parole, d'avoir quelque chose à dire aussi pour accompagner à la lumière de la doctrine sociale de l'Église les chrétiens dans leur discernement, que ce soit pour le vote, mais aussi pour leur prise de position dans le débat public. Et l'évêque avec lequel je discutais hier soir me disait je ne veux pas que dans 20 ans on nous dise si le monde a basculé, que l'Église n'a rien dit, n'a rien fait pour accompagner le monde dans ses bouleversements. J'ai trouvé ça extrêmement fort parce que je me pose toujours la question de savoir quel poids la parole de l'Église a dans la société, et même si ce poids, cette valeur a peut-être diminué depuis 30 ans, eh bien malgré tout les fidèles ont besoin d'avoir cette parole ecclésiale qui accompagne leur discernement, leur positionnement, leur réflexion, leur discussion, leur conversation, leur disputatio, parce que voilà, le monde est fait de ça et l'Église a une voix à apporter. Je continue juste un instant sur les conférences épiscopales et leur valeur, leur poids. Vous parliez, Gauthier, de subsidiarité. Je crois que le mot est là. Le pape François, dans le synode sur la synodalité, a beaucoup insisté sur cette notion-là en disant qu'il fallait aussi donner de la place aux conférences épiscopales. Vous savez qu'en France, finalement, cette conférence, elle a un rôle de coordination, mais il y a des conférences épiscopales continentales en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, qui ont un poids extrêmement fort. Plus important. Étienne, on va se quitter pendant on va se quitter parce que là, on arrive à la fin, au bout du bout. On continuera notre conversation demain, si vous le voulez bien. Demain, allez, promis, on continue demain. Vous gardez vos cartouches. Et bonne émission à tous les trois. Merci. En direct de Lourdes, Étienne Pépin à l'Assemblée plénière des évêques. Et on redonnera la parole à Constantin de Vergennes juste après la pause et les infos de 9h30 de Cécile Mérieux. Chaque dimanche soir de Carême à 20h, retrouvez les conférences de Notre-Dame de Paris sur le thème Notre-Dame, Reine de la Paix, du Magnificat à l'Apocalypse. Ce dimanche, Stabat Mater ou l'heure du changement d'ange, par Anne Lécu, dominicaine de la présentation de Tours, médecin en maison d'arrêt et docteur en philosophie pratique. Bayard Musique vous présente Grâce, le tout nouvel album du groupe pop louange Praise. 12 titres puissants, remplis de ferveur et d'énergie, un souffle nouveau pour la louange. À la droite du Père, Praise réunit toutes les générations autour du Christ. Un album à découvrir absolument. L'album Grâce du groupe Praise, disponible dès maintenant chez votre libraire disquaire et sur bayardmusique.com.
Aujourd'hui, Sylviane a le sentiment du devoir accompli. À 78 ans, elle vient de donner un coup de pouce financier à ses petits-enfants. Mais surtout, Sylviane a fait une donation à la Fondation Foch. Elle aide ainsi 300 médecins et chercheurs de l'hôpital Foch à combattre la maladie et soutient une médecine d'excellence au service de tous. Legs, donations, assurance vie, comme Sylviane, soutenez l'hôpital Foch. Appelez le 01 46 25 27 74 ou connectez-vous sur fondation-foch.com. – 9h30, les infos, Cécile Mérieux, bonjour. Bonjour. Journée de mobilisation et d'action dans la fonction publique. Les 4 syndicats CGT, UNSA, FSU et Solidaire réclament l'augmentation de la valeur du point d'indice et des mesures salariales générales. Jour de niche parlementaire pour les députés Horizon. Ils vont porter dans l'hémicycle une série de textes pour, selon eux, restaurer l'autorité de l'État. Parmi les propositions de loi, exécuter les courtes peines d'emprisonnement, rétablir les peines planchées ou réformer l'accueil des gens du voyage en luttant plus durement contre les occupations illégales. Lutte contre les déserts médicaux. Les députés ont adopté l'article phare d'une proposition de loi transpartisane. Elle vise à réguler l'installation des médecins sur le territoire. Il serait octroyé de droit dans une zone qui connaît un déficit de soignants. Mais dans les territoires mieux pourvus, les médecins ne pourraient s'installer que lorsqu'un autre s'en va. Le groupe allemand Bayer comparaît devant un tribunal d'Isère assigné par la famille Grattalou. Le fils, Théo, aujourd'hui âgé de 17 ans, souffre de graves malformations. Les parents les amputent à son exposition in utero au glyphosate, le produit phare du géant de la chimie. À l'international, Donald Trump a annoncé de nouveaux droits de douane très lourds. Les marchandises de l'UE prendront 20%. Taxées à 37%, Pékin promet de riposter. Mais gare au pays tenté par la surenchère, le ministre américain des Finances menace déjà d'une escalade. Emmanuel Macron va réunir à l'Elysée les représentants des filières impactées par les mesures tarifaires annoncées par les États-Unis. La rencontre aura lieu cet après-midi à 16h. Malmenés par l'administration Trump, les pays européens de l'OTAN espèrent être rassurés sur l'engagement américain en Europe. Pour la première fois aujourd'hui, le secrétaire d'État Marco Rubio se rend au siège de l'Alliance à Bruxelles. Et enfin, le bilan du séisme en Birmanie dépasse maintenant 3000 morts selon la junte militaire au pouvoir. 6 jours après le puissant séisme de magnitude 7,7 qui a frappé le pays, près de 350 personnes sont toujours portées disparues. Merci Cécile Mérieux. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Dites-nous ce que vous en pensez, Monseigneur Aveline, qui va donc faire face à de nouveaux chantiers. On les a déjà exposés, enseignement catholique, catéchumène, et puis aussi positionnement pour l'élection présidentielle. Sur ce point, peut-être Constantin de Vergennes et les autres dossiers mentionnés par Gauthier Vaillant à l'instant, qu'est-ce que vous nous dites ? À mon avis, il y a une double question. Il y a la question du fond, qui est effectivement les dossiers qu'il faut aborder, mais aussi une question de forme. Et je pense que la CEF ne fera pas l'économie de s'interroger sur tout simplement le langage qu'elle emploie, qui est un langage, il faut bien dire, parfois un peu technique et un peu délayé. Je pense par exemple à la question de la fin de vie, qui va être un des grands débats que va devoir s'emparer Monseigneur Aveline et les évêques. Ce qui est assez curieux, c'est de constater que le langage qui est tenu à Rome n'est pas toujours celui qui est tenu en France. Par exemple typiquement sur la fin de vie, quand le pape parle de l'euthanasie et du suicide assisté, il parle de culture du rejet, il parle de péché contre Dieu créateur, il a des phrases presque mystiques sur le lot, il parle des eaux de la vieillesse, de eau EAUX, plus salées que les eaux de la mer, avec les personnes âgées qui sont abandonnées, et pendant ce temps, quand la CEF s'exprime là-dessus, c'est plutôt pour parler de dévoiement de la fraternité. Enfin, voilà, c'est ce qui s'entend bien évidemment, mais je pense qu'il va falloir que trop aseptisé. Oui, je pense qu'il va falloir muscler, et ne serait-ce que pour correspondre d'ailleurs, à mon sens, à l'attente des catholiques et peut-être aussi à l'attente des nouveaux catholiques. Gauthier a parlé des catéchumènes. On est en train de préparer pour France Catholique une enquête sur ces nouveaux catéchumènes. Globalement, même si les profils sont différents, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a vraiment une même attente de discours extrêmement clairs et tranchés. Alors tranché, ça ne veut pas dire que ça manque de nuances, ça veut dire qu'on sait très bien où on va, notamment sur ces questions-là. On a parlé de l'enseignement. Il va falloir que les évêques
ose enfin mettre les pieds dans le plat et ose affirmer ce que c'est que le caractère propre de l'enseignement catholique. Est-ce que c'est simplement une aspiration à permettre que les élèves soient éduqués en liberté? Enfin bref, voilà, des formulations très, très classiques. On propose, on n'impose pas. Voilà, et je pense qu'il va falloir qu'il s'empare de la question de la transmission de la foi dans les établissements catholiques, qui est une question extrêmement complexe, parce que la loi elle-même est complexe et même un peu ambiguë. Bref, à mon avis, je pense que l'un des grands chantiers de la CEF et de Monseigneur Aveline, ça va être un chantier de communication et de langage. Sur la présidentielle, est-ce que vous voyez que la rondeur, la bonhomie de Monseigneur Aveline suffira en quelque sorte à faire passer un message, ou il faut structurer davantage les choses? Constantin et puis Gauthier. Sur la question de la rondeur et de la bonhomie de Monseigneur Aveline, je pense que surtout, il va connaître une épreuve du feu. C'est peut-être pour ça qu'il a été un peu réticent à devenir président de la CEF, c'est qu'il va être mis sur le grill des journalistes. Jusqu'à présent, sa parole était plutôt rare, Gauthier l'a rappelé. Oui, enfin, rare, distribuée avec parcimonie. Donc là, il va devoir voilà, accepter d'être interrogé, accepter de s'exprimer. Voilà, donc l'élection présidentielle, c'est dans encore longtemps. Donc Monseigneur Aveline a le temps de déployer sa personnalité pour s'en emparer. Je veux dire aussi que sur ce sujet-là, comme sur les autres, ça a été dit, le cardinal Aveline pourrait faire le choix de déléguer voilà, une expression sur l'actualité politique, par exemple à Monseigneur Mathieu Rouget, je pense, qui a été aumônier des parlementaires et qui garde quand même un certain talent et un certain plaisir à s'exprimer sur ces questions-là, serait sans doute prêt à faire ça et arriverait sans doute pourrait sans doute prendre ce dossier en charge, par exemple, si jamais le cardinal Aveline considérait qu'il n'avait pas envie d'aller sur ce front-là. Il faudrait une pluralité de visages d'ailleurs, parce qu'on parle du visage de l'Église en France, un nouveau visage. Est-ce qu'il faudrait parler au pluriel? Est-ce que ça serait peut-être plus efficace ou... Je ne sais pas, comment voyez-vous les choses? Je pense que ça n'est pas... Ça peut être une solution. Moi, je suis pas sûr. En fait, j'ai pas de conviction sur est-ce qu'il y a une bonne ou une solution qui serait meilleure que l'autre. Oui, sans doute. Considérant la diversité et la multitude des sujets qu'on vient de lister, et il y en a encore d'autres dont on n'a pas parlé, on peut imaginer que le talent est réparti entre plusieurs personnes et pas concentré dans une seule au sein de la conférence épiscopale. En tout cas, c'est à espérer. Et donc oui, on pourrait très bien imaginer que les uns et les autres se s'emparent d'un dossier sur lequel ils ont une expertise, sur lequel ils sont à l'aise. Ça n'enlèvera pas le fait que dans notre société de communication, voilà, on recherche, et sans doute médiatiquement et le grand public se dit il y a une personne qui est le chef, même si on l'a dit dans l'Église, ça veut pas exactement dire la même chose qu'ailleurs, mais le président de la conférence épiscopale, c'est le président de la conférence épiscopale, et donc sa parole sera sans doute toujours plus recherchée par le monde médiatique notamment, parce qu'on s'imagine que c'est celle qui fait le plus autorité. Et sans aucun doute c'est vrai, puisque le président de la conférence épiscopale est celui qui a été choisi par tous les autres évêques pour les représenter, donc il a quand même un mandat un petit peu représentatif. Mais est-ce qu'il y aurait une stratégie, puisque vous avez dit aussi que le statut de président n'est pas un statut canonique, et c'est un coordinateur, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas une stratégie non plus qui s'inspirerait des partis politiques, qui consiste à faire émerger des voix qui représentent des sensibilités, un petit peu comme on aurait d'un côté un Retailleau qui parlerait à une certaine frange, et puis un Darmanin qui parlerait à une telle autre frange, ou à telle ou telle personne qu'on fait monter pour représenter des sensibilités différentes. Ça, les partis politiques le font très bien, ça. Gauthier Vaillant, vous qui êtes dans la politique, on pourrait imaginer aussi ce système-là, et pas une seule voix verticalisée, etc. Sauf que l'Église n'est pas un parti politique, donc je pense que en toute chose, et en particulier sur ces questions-là, au cœur de la mission du ministère des évêques et donc de la conférence épiscopale, il y a le souci de l'unité des fidèles. Et je crois que c'est un impératif au prisme duquel doivent être passés tous ces dossiers-là, et qui change quand même vraiment fondamentalement la possibilité de ce qu'on peut faire et la manière dont on peut se répartir ou se diviser en chapelle, en porte-parole, en camp. Mais c'est le cas, c'est déjà le cas quand même. Mais ça peut être le cas chez les fidèles, mais les évêques ne peuvent pas, pour des raisons spirituelles, théologiques, s'ils veulent être fidèles à leur mission de pasteur, ne peuvent pas acter qu'il y a le camp des évêques de gauche et le camp des évêques de droite. Ça serait absolument destructeur, et ça serait totalement contraire à leur mission, qui est la mission de l'Église. C'est avant tout l'unité des chrétiens. Donc, mais l'unité, c'est contraire à la pluralité ?
Non, mais la pluralité et la division en camps politiques ne sont pas nécessairement, je pense, ne sont pas synonymes, surtout dans les temps que nous vivons, quand on voit la difficulté qu'on a déjà en dehors du domaine religieux à accepter dans nos sociétés le désaccord. On a des camps qui, de plus en plus, ont du mal à se parler et même à accepter une communauté de règles du jeu. Du débat politique démocratique. Donc je crois qu'importer ça dans l'Église, ça serait tout simplement délétère et vraiment contraire à la mission de l'Église. L'Église doit trouver des voies, j'ai pas forcément la solution, c'est compliqué, c'est des chemins de crête, mais doit trouver des voies pour préserver à tout prix, j'ai envie de dire, l'unité des fidèles, parce que c'est l'unité de la foi qui est en cause derrière. Constantin, vous rejoignez Gauthier là-dessus ? Oui, la division, c'est un poison. Effectivement, le cœur de l'Église, et ce qui fait qu'elle tient depuis aussi longtemps, c'est l'unicité de la foi. Je pense que c'est une chose que si un évêque de tel diocèse exprime, je veux dire, à titre personnel, une opinion contradictoire par rapport à un autre évêque, mais si on se met à voir différents évêques qui se contredisent entre eux d'un point de vue institutionnel, ça va finir un peu en supermarché ecclésiologique, avec effectivement des courants comme dans les partis politiques, des canaux historiques. Donc vous reconnaissez que la CEF, ça sert à empêcher les évêques de parler en fait. Non, je dis pas que c'est-à-dire que ça aligne tout le monde derrière une seule voix. Non, je pense que je pense que certains évêques se sentent peut-être s'auto-censurent, peut-être à cause de la CEF, et puis sans doute aussi peut-être la CEF, oui, mais ça c'est normal, je veux dire, tout est politique, hein, donc c'est inhérent, mais je ne pense pas que la création officielle de courants pourrait permettre une meilleure libération de la parole sur les questions, surtout quand on regarde l'histoire des partis politiques. Généralement, quand il y a des courants qui apparaissent, il y a toujours un courant qui finit par en avaler un autre, et puis ça finit toujours en purge. Alors, je ne sais pas si on peut souhaiter ça pour l'Église de France. Et vous parlez des évêques qui pourraient s'auto-censurer à cause de la CEF. Je pense qu'il faut aussi rappeler qu'il y a beaucoup d'évêques qui sont heureux, à qui ça convient très bien qu'il y ait une instance qui soit chargée d'exprimer une position officielle. Ça leur évite d'avoir à le faire, et ça permet de se ranger derrière une position commune. C'est quand même moins risqué que pour beaucoup, je pense, que de devoir prendre position à titre personnel, au risque effectivement de c'est un peu commode, un peu trop confortable peut-être. Non, c'est normal, c'est une très bonne chose. Je veux dire, encore une fois, moi je crois qu'il faut pas qu'il y ait le but de la conférence épiscopale n'est pas d'imposer qu'il y ait une seule tête, mais c'est de permettre une mise en commun des réflexions, des défis et éventuellement des expressions. Et si certains évêques pensent que une prise de parole de la conférence épiscopale sur une question politique, par exemple, est le niveau adapté d'expression de l'Église en France, moi ça me pose pas de problème. Je dis juste que encore une fois, il y a des évêques qui peuvent souhaiter avoir une parole libre et ils en ont ecclésiologiquement le droit, mais n'oublions pas, avant de faire trop le procès des conférences épiscopales, qu'il y a aussi beaucoup d'évêques à qui ce fonctionnement collégial convient très bien. Je me permettrais peut-être juste alors, je ne sais pas si c'est nuancé ou si c'est un désaccord, mais je pense qu'il ne faut pas non plus oublier les fidèles, et je ne suis pas sûr que les fidèles reçoivent la parole de la CEF de la même façon qu'ils reçoivent la parole de leur évêque. Ne serait-ce que le fidèle de base, pour connaître ce que dit la CEF, il faut se renseigner, il faut lire les articles de presse, alors que la parole de l'évêque, normalement, est relayée, je veux dire, de manière courante dans les feuilles paroissiales, dans le sermon en chair, dans les groupes paroissiaux. Donc, je pense que le risque, c'est que si les évêques s'appuient trop sur la CEF, ils vont risquer peut-être d'être un peu dépossédés de leur charge d'évêque. C'est un équilibre à trouver, mais je pense que les évêques doivent aussi reprendre en main leur bâton de pasteur et de faire paître leurs fidèles. Dans une église où les fidèles fonctionnent beaucoup de manière affinitaire, c'est-à-dire que le critère géographique seul ne compte plus vraiment, donc aussi le territoire de l'évêque est aussi chahuté de ce point de vue-là. Hein. Oui, donc, puis il y a une grande affection aussi vers la personne de l'évêque, mais ça se voit ne serait-ce que dans les messes. Quand l'évêque est là, il y a toujours plus de monde à la messe. C'est un peu basique comme constat, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça fonctionne encore. Ça fonctionne encore. Constantin de Vergennes, Gauthier Vaillant, on parlait de communication à l'instant. On verra ce que, évidemment, Monseigneur Aveline fait de ce mandat qui s'ouvre pour lui, 3 ans renouvelables et des chantiers qu'il va ouvrir. On a quand même esquissé déjà les choses. La communication se pose aussi sous un autre angle. 20 ans après l'agonie de Jean-Paul II, fallait-il la montrer ?
C'était le 2 avril, c'était hier. Donc une date clé pour la fin douloureuse de la vie de Jean-Paul II. Et donc 20 ans après, se pose la question de savoir si le pape François doit renoncer, ne pas renoncer. Ça relance un petit peu le débat. Puis s'il faut montrer la fragilité ou cultiver l'invisibilité. La convalescence de Jean-Paul II avait beaucoup suscité de débats sur le sujet. La question donc se pose de nouveau. Comment est-ce que vous l'envisagez, cette question, au regard de ce qui s'est passé il y a 20 ans? Constantin de Vergennes, Gauthier Vaillant. Gauthier. Bien, je crois que l'évolution de la manière dont le Vatican gère et communique autour de la question de la santé du pape a énormément évolué et c'est très frappant. C'est-à-dire que pendant l'agonie de Jean-Paul II, médicalement, on ne savait pas grand-chose. On avait régulièrement des images qui étaient terribles. Alors moi, j'étais très jeune, mais qui étaient terribles parce qu'on voyait le pape dans un état de vulnérabilité quand même extrême. Pas beaucoup d'infos, mais beaucoup d'images. Exactement. Et aujourd'hui, en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on a eu très peu d'images du pape François. On a eu, après son hospitalisation, on a attendu 3 semaines ou un mois, je ne sais plus, pour voir une photo de lui en train d'assister à la messe. Et ensuite, sa brève apparition au balcon de l'hôpital avant qu'il regagne la résidence Sainte-Marthe. Mais par contre, une communication, notamment sur le plan médical, avec un niveau de précision qui fait que, voilà, aujourd'hui, tous les journalistes de la place de Rome maîtrisent ce que c'est qu'une canule nasale, de l'oxygénation à haut débit, enfin voilà. Donc il y a vraiment eu un souci d'être très précis et très clair. Trop pour vous ? Non, pas trop, parce que je pense que sans doute au niveau de la communication du Saint-Siège, on a compris que les choses finissaient par se savoir, qu'aujourd'hui le monde de l'information, y compris au Vatican, est une maison de verre, qu'il n'y a pas grand-chose à gagner à dissimuler la réalité de l'état de santé du pape. Donc non, pour moi c'est pas trop. Je pense que c'est plutôt un progrès. Je pense que c'est aussi une manière de répondre. Alors il y a l'intérêt des journalistes et l'intérêt du grand public. Il y a aussi, je pense, une inquiétude sincère chez beaucoup de fidèles à travers le monde. Et leur donner des éléments un petit peu précis, eh bien c'est aussi les associer à la réalité de ce que vit le pape, donner des réponses plus ou moins rassurantes à leur inquiétude, et faire avec eux, on va dire, le pari de la confiance. C'est-à-dire qu'on peut informer quand même le peuple de Dieu de la santé du pape sans que ce soit grave ou sans que ce soit un aveu de faiblesse. Ou plus exactement, si c'est un aveu de faiblesse ou de vulnérabilité du pape, eh bien ça a aussi du sens spirituellement. Parce que la vulnérabilité est quand même au cœur encore une fois du message et du ministère de l'Église. Donc je pense que c'est aussi quelque chose que peut-être le pape François a accepté de montrer, de se montrer en situation de faiblesse, d'admettre. Oui, mais pas trop justement à l'image, puisque en fait vous semblez nous dire que plus je montre, plus j'informe, moins je montre. C'est une manière de saturer l'espace médiatique, une manière invisible de saturer l'espace médiatique par le communiqué de presse. Il y en avait deux par jour, des bulletins médicaux, qui est inversement proportionnel à la volonté de montrer. Je pense que parler de saturation, c'est un petit peu excessif, parce que cette communication, elle était vraiment attendue et souhaitée. Donc je pense pas qu'on puisse parler de saturation. Non, je retire. Occupation, je dirais. Occupation. Oui, voilà, occupation. Mais parce que je pense qu'effectivement, il y a ce souci de se dire, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il faut être quand même assez transparent sur la réalité de l'état de santé du pape. Et derrière, il y a aussi la question que tout le monde s'est posée et qu'on se pose encore aujourd'hui, à laquelle ils ont tenté d'apporter des éléments de réponse, qui est: est-ce que le pape continue à travailler? Est-ce que le pape peut continuer à diriger l'Église? Et dans cette communication, il y avait des détails médicaux, mais il y a aussi le pape est au travail, le pape passe des coups de fil, le pape gère ses dossiers. Donc c'est aussi une manière de répondre à cette question qui est quand même peut-être une des plus importantes. Est-ce que l'Église est toujours gouvernée? Est-ce qu'il y a toujours un pilote dans l'avion? Constantin de Vergennes. Il me semble que tant du côté de Rome et de l'hypercommunication que de l'attente des médias, j'ai quand même l'impression que ça témoigne dans une certaine mesure de la disparition de la vision surnaturelle de la fonction de pape. Et que le pape n'est pas un chef d'entreprise, ce n'est pas un chef de parti, et que donc il n'a pas non plus de compte à rendre sur sa santé et peut-être même de la façon dont il gouverne. Et il faut accepter qu'il y a une part de mystère même dans la fin de vie. C'est encore une... J'ai l'impression qu'il y a des strates
strates en fait qui se rajoutent sur cette question d'hospitalisation. C'est assez fascinant. Il y a la question donc surnaturelle. On a un peu perdu de vue la vision presque mystique de la fonction de pape. Donc on a besoin de savoir 2 fois par jour ce qui se passe, s'il a bien dormi, s'il a pris son café, son petit déjeuner, etc. En oubliant qu'il faut laisser la providence faire les choses. Donc pour moi, c'est vraiment cette question de la fonction papale qu'il faut. On exhibe ce côté un peu humain. Et on en oublie l'incarnation symbolique en soi qui se suffit elle-même. J'ai presque aussi l'impression qu'on a peur de la faiblesse, comme si montrer un pape faible ou laisser planer la faiblesse affaiblirait la fonction de pape. Je fais partie des personnes qui pensent que la fonction de pape, si on parle de Jean-Paul II, j'allais dire presque Jean-Paul II n'a jamais été autant pape que lors de sa dernière messe de Noël en 2004, où il était perclus par un maladie de Parkinson. On comprenait à peine ce qu'il disait, il célébrait la messe, mais l'homme était complètement était réduit quasiment à plus rien. Et la fonction de pape brillait. Hein. Finalement, il n'y a rien de nouveau. Hein. Saint Paul dit ma grâce te suffit. Hein, et que la force de Dieu brille dans la faiblesse de l'homme. Donc c'est aussi ça qu'il faut redécouvrir. Ça nécessite d'accepter de ne pas tout savoir. Ça nécessite d'accepter que la fin de vie peut être douloureuse. Dans une société, on a un peu tendance à évacuer les notions de mort et de maladie. Donc voilà, à voir comment les prochains mois vont se dérouler pour le pape François, mais ce sera l'occasion, j'espère, de redécouvrir toute la beauté de la fonction de pape. Et j'ajouterais d'ailleurs que quand on prie traditionnellement pour le pape, on prie pour sa guérison bien sûr, mais on prie surtout pour qu'il ait une fin de vie chrétienne. C'est dans l'ordre des choses et il va falloir le redécouvrir. On voit que se nouent autour de cette question des sujets tout à fait profonds, de mystique, des sujets de communication, des sujets de transparence. On voit bien que le pape et la communication sont au carrefour de ces interrogations. Je vous propose, pour terminer notre débat, que nous allions sur un terrain plus culturel, voire gastronomique. Les restaurants McDonald's vont ouvrir en France en 2025 50 enseignes dans des villages. Alors c'est vrai qu'on est surpris de voir que les villages peuvent intéresser une enseigne multinationale et que c'est vrai que dans beaucoup de villages, le bistrot, le zinc a disparu. Et donc il y a un intérêt renouvelé maintenant, semble-t-il, par le groupe américain pour des restaurants. 66 000 qui ont fermé en France en 2024, des restaurants, mais il y en a d'autres qui ouvrent, et en particulier ceux des chaînes de restauration rapide qui attirent beaucoup de clients. Qu'est-ce que cela signifie comme évolution, le fait qu'une enseigne comme McDonald's veuille s'installer dans les villages, s'implanter dans les villages en France? Vont-ils participer, ces restaurants, à la renaissance de ces villages? Ou cela traduit-il une évolution plus profonde de la société française qu'un certain Jérôme Fourquet aurait pu décrire, par exemple, dans Métamorphose? Je livre ce sujet de société à votre réflexion. Gauthier Vaillant. Déjà, pour juste rappeler un petit peu le contexte, vous avez raison de dire que c'est une évolution et pas une innovation spectaculaire. Il faut savoir qu'à l'échelle mondiale, la France, c'est le 2e marché de McDonald's après les États-Unis. C'est, je crois, 6 milliards de chiffre d'affaires, 2 millions de clients par jour en France. Donc, en fait, les Français ont un truc avec McDo, quoi. On y va énormément, beaucoup plus que les autres. Et vous allez dans d'autres pays, y compris même des pays anglo-saxons, vous pouvez y passer 3 mois, vous n'allez pas voir un McDo. Donc nous, on en a déjà une densité qui est assez exceptionnelle. Sur la question de l'ouverture dans les villages, je pense que c'est sur un plan, disons, purement patrimonial et esthétique, ça fait rêver personne d'imaginer un McDo sur la place d'un village. Je crois que le succès n'est pas forcément garanti, et je crois, quitte à passer pour un affreux libéral, qu'il y a quand même une forme de loi du marché qui s'applique aujourd'hui dans le monde de la restauration. Moi, je crois que les habitudes des Français évoluent pour des raisons éminemment économiques. Tout coûte plus cher, donc aller au restaurant, ça fait partie des choses qui coûtent plus cher. Donc on s'adapte à la paupérisation, c'est ça que ça veut dire? Non, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'aujourd'hui, manifestement en France, il y a peut-être trop de restaurants. Que en parallèle, il y a effectivement le fast-food à toutes les raisons la restauration rapide, a toutes les raisons de gagner des parts de marché pour des raisons économiques, mais aussi parce qu'il y a des publics propres
il y a tout un public en France, les jeunes, les étudiants, qui fréquentent les chaînes de restauration rapide et qui n'iraient pas parce que ça convient à leur mode de vie, à une période de la vie, et qui n'iraient pas forcément dans un restaurant traditionnel si les moyens leur en étaient donnés. Mais moi je crois que la vie est chère. Les restaurants, il y en a énormément en France pour plein de raisons, mais les choses évoluent. Et je crois que on verra en fait si cette ambition de McDonald's de s'implanter dans les villages fonctionne. Je suis pas hyper convaincu que ça marche. Je suis pas hyper convaincu que les habitants des villages sont très contents de voir s'implanter ce type d'enseigne avec toute l'esthétique qui va autour, sans parler des odeurs dans leur village. Mais je crois qu'il y a une réalité économique qui fait que malheureusement, aujourd'hui, ces chaînes de restauration rapide, on le vend en poupe, et comme il y a une liberté on va dire, d'entreprise et une forme de liberté du marché, il n'y a pas entre guillemets de droit. Je pense pas que le politique devrait s'en mêler, par exemple, bloquer ces installations pour préserver à toute force, à coup de je sais pas quoi, d'aide publique ou quelque chose, un petit bistrot. Si ça marche pas, si les gens veulent pas y aller, ils sont pas obligés, quoi. Constantin de Vergennes. Je mettrais peut-être une nuance. Je ne suis pas sûr que ça soit uniquement la main invisible du marché qui ferme les restaurants. Je pense qu'il y a quand même aussi une question de fiscalité. Aujourd'hui, être restaurateur ou tenir un bistrot, ça relève quand même, franchement, même du sacerdoce, de la vocation. Je ne pense pas que ce soit parce que les restaurants sont pas assez fréquentés qui ferment. Parce qu'il y a une raison pour laquelle autant de restaurants ferment et de bistrots. C'est aussi parce que la fiscalité, toutes les charges, tout ce qu'il faut faire, très concrètement, un restaurateur, non seulement il a travaillé dans son restaurant, mais quand il rentre chez lui à 23h, ensuite il a 2-3 heures de paperasse à faire. Donc effectivement, quand on ferme, la nature horreur du vide et le marché aussi, et McDonald's vient s'installer. D'ailleurs, il faudrait peut-être là aussi mettre une nuance. Parfois on a l'impression que McDonald's fait presque de la philanthropie à consentir à venir sauver les villages. Il faut rappeler que McDonald's, c'est coté en bourse, c'est des milliards et des milliards de résultats, et que si McDonald's vient s'installer, c'est qu'il y a un intérêt économique, très concrètement, c'est qu'ils vont pouvoir gagner de l'argent. Et Jérôme Fourquet, que vous venez d'évoquer tout à l'heure, le sociologue, a bien expliqué que dans les restaurants McDonald's qui vont s'implanter dans les petites communes, ce ne seront pas des restaurants franchisés. C'est très intéressant. C'est-à-dire que c'est le siège lui-même qui va gérer ces restaurants. Ça veut bien dire que c'est une logique de conquête de territoire pour s'installer et pour ouvrir toujours plus... C'est-à-dire avec tous les moyens qu'il y a derrière. Exactement, pour ouvrir toujours plus d'enseignes et pour générer toujours plus d'argent, même si, nuance là aussi apportée, on ne peut que constater que les McDonald's sont des lieux de sociabilité, mais enfin, quand il reste plus que ça, c'est assez logique. Je tiens quand même à préciser que mon propos n'était pas spécialement en défense de McDonald's et de son modèle économique, bien entendu. Juste pour compléter, n'oublions pas qu'un restaurateur non plus n'est pas là pour faire de la philanthropie, qu'un restaurant, ça a besoin de marché. Et moi, je m'interroge aussi parfois sur est-ce que le monde de la restauration traditionnelle a vraiment fait tout ce qui était en son pouvoir pour accompagner ces problématiques de l'inflation, de la vie chère. Où sont les menus ouvriers dans les restaurants? Il faudrait compter les restos ouvriers, c'est vrai. C'est vrai, avant c'était tout à fait répandu, et peut-être qu'ils sont victimes aussi de ces fermetures de restaurants, puisque 66 000 ont mis la clé sous la porte en France, soit 20% de plus qu'en 2023. C'était l'an dernier, ces chiffres qui nous ont été donnés. Merci beaucoup d'avoir commenté l'actualité pour nous ce matin. Gauthier Vaillant, dont je rappelle que vous êtes chef adjoint à Service France à la Croix, et Constantin de Vergennes qui représente France Catholique, où il est journaliste. Juste un mot sur la une de France Catholique, puis celle de la Croix, rapidement. Dieu et l'État, les 120 ans de la loi de 1905, quel rapport notamment l'Église et les chrétiens doivent entretenir vis-à-vis de l'État? Vaste question à découvrir ou à redécouvrir dans France Catholique. Gauthier. Le patrimoine mutilé de Gaza après des mois de guerre. Voilà, 2 sujets que vous pouvez découvrir dans les pages respectives de France Catholique et de la Croix. Et je remercie donc nos 2 journalistes, et je les retrouverai bien sûr avec plaisir pour un autre débat.